Gros programme en NBA avec 12 matchs et la course aux différents spots pour les playoffs s'intensifie. Je vous ai sélectionné aussi 10 pronostics performance joueurs. On voit tout ça juste après l'intro. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, on analyse sur cette chaîne YouTube les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. On vous partage les performances joueurs. Pareil, pour vous permettre d'avoir une certaine sélection pour vos pronostics. Bref, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, d'activer la cloche des notifications pour être prévenu dès la publication des nouvelles vidéos et surtout de liker pour soutenir la chaîne, de commenter, ça permet de mieux référencer la chaîne et d'aider à un maximum de parieurs. J'espère que vous avez la forme, puisque hier on avait une soirée plutôt calme avec de la NCAA, la finale avec la victoire de Kansas en finale. Je vous avais partagé un pronostic pour cette finale sur le Telegram, donc je vous invite à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description, avec North Carolina plus 4,5 qui est passé, donc j'espère que vous avez suivi. Si vous voulez avoir les mêmes codes que moi, bénéficier donc des meilleurs codes, du meilleur taux de retour joueur et surtout accéder au book qui ne limite pas les parieurs gagnants, dans les commentaires épinglés je vous mets le formulaire du broker le plus fiable au monde, Asian Connect. Vous avez juste à remplir le formulaire, vous remplissez les infos, vous sélectionnez PS3838 ici, vous envoyez le formulaire et je vous mets un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, et en plus vous serez contacté si vous avez des difficultés via WhatsApp en français par un membre de l'équipe d'Asian Connect pour vous accompagner pas à pas. Donc le service est hyper pro, ça fait plus de 10 ans que je les connais et j'ai jamais été déçu par leur travail. Donc si vous voulez un compte sur le meilleur bookmaker au monde, vous avez le lien dans les commentaires épinglés. Voilà. Donc, comme on a eu la NCAA hier, eh bien, on n'a pas de petit récapitulatif, comme je vous l'ai dit, le soir de la finale universitaire, il n'y a pas de match NBA, parce que c'est un événement aux États-Unis, et voilà. Donc, pas de petit récapitulatif aujourd'hui. Pensez à rejoindre le Discord, le lien est dans la description si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, et on va pouvoir partir sur les différentes analyses du jour. On va commencer par Indiana face à Philadelphie. On va faire un petit coup d'œil au classement. Évidemment, on a la première place qui est en jeu pour toutes ces équipes-là. Mais on a l'ogre Brooklyn en bas. Et est-ce que finalement la deuxième et la première place est si intéressante, puisqu'en fonction du classement de Brooklyn, vous les tapez au premier tour. Donc Ben Simmons, Kevin Durant, Kyrie Irving en premier tour de playoff, c'est quand même pas cadeau. Donc je pense que faut se méfier dans cette fin de saison des différents enjeux, de est-ce que la première place est intéressante. Après, si vous voulez pas chercher la première place, vous prenez le risque de finir troisième ou quatrième et de ne pas avoir l'avantage du terrain pour la suite des playoffs. Si vous allez en finale de conférence et vous jouez contre Miami ou vous jouez contre Boston, si jamais ils arrivent à éliminer Brooklyn, donc finalement vous avez peut-être évité Brooklyn, mais vous avez perdu l'avantage du terrain. Et qu'est-ce que vous préférez? C'est un petit peu comme certaines équipes, vous préférez un meilleur spot ou vous préférez la santé de vos cadres? Vous préférez la première place ou vous préférez au risque de prendre Brooklyn et avoir l'avantage du terrain, c'est-à-dire que vous avez l'avantage du terrain mais vous jouez peut-être Brooklyn, ou vous évitez Brooklyn mais vous n'avez pas l'avantage du terrain. Voilà, c'est un peu comme dans les paris sportifs, le gain par rapport au risque. Donc voilà, et méfiez-vous là-dessus. Est-ce que les Sixers veulent absolument la première place ou la deuxième place? Est-ce qu'ils vont pas gérer maintenant jusqu'à la fin de la saison? Et est-ce que les remplaçants s'y font le taf et vont chercher la première place? Bon tant mieux. Bref, on n'est pas dans le vestiaire. Du côté d'Indiana, y a rien, il y a plus d'enjeu, il y a plus rien à dire, plus rien à faire. Indiana
qui bon, jouera avec Haliburton normalement, Buddy Hield, etc. Brogdon Game Time Decision, McDonnell Game Time Decision. On sait que Sabonis c'est parti, etc. Bon, je les vois pas forcément lutter de ouf. Évidemment, ils vont essayer d'éviter de développer des joueurs, etc. pour la saison prochaine, des jeunes, donner du temps de jeu à certains pour voir ce qu'ils valent, etc., etc. Philly devrait gagner logiquement. Après, aller chercher un moins 11,5. Je sais même plus ce que j'ai mis comme handicap, hein, vous m'excuserez, c'est un match quand même un peu bidon, mais voilà, moi j'ai mis un moins 9,5 pour Philadelphie, moins 11,5 ça me paraît un peu haut à l'extérieur quand on sait pas vraiment l'enjeu des Sixers, est-ce qu'ils veulent vraiment la première place ou pas. Pour moi, ça serait plus peut-être un Indiana plus 11,5. Mais vu qu'il y a 0 enjeu pour eux, c'est un no-bet. Voilà pour cette rencontre. Orlando, ils sont où nos amis face aux Cavs? Orlando, pareil, 0 enjeu, 0 enjeu. Ils sont là, ils sont derniers. Leur enjeu, c'est d'avoir le premier choix de draft en juin prochain, juillet prochain, je ne sais plus quand est la draft. Et Cleveland, faut aller chercher la 6ème place. Voilà, il n'y a plus trop le droit à l'erreur. Si tu veux aller chercher la 6ème place à Toronto, il faut que tu gagnes ce soir cette rencontre face au Magic. Espérer un faux pas des Raptors pour revenir. C'est vraiment dommage la défaite de très peu contre Philadelphie de Cleveland, puisque Toronto a perdu contre Miami. Sinon, ce soir, une défaite de Toronto, une victoire de Cleveland, et Cleveland revenait à égalité. Cleveland qui est un peu comme ça, hein, qui tire sur qui tire sur les les rotules, qui est sur les rotules et qui tire sur les derniers énergies, la dernière énergie qu'ils ont, puisqu'il y a eu énormément de blessés cette année à tour de rôle, donc ils forcent et on sent que ça tire la langue clairement, et du coup c'est un peu plus compliqué. Cleveland devrait s'imposer pour moi normalement à Orlando pour cette rencontre. Après, attention, Magic aussi, hein, qui retrouve petit à petit certains joueurs, certains jeunes pour développer l'équipe. Est-ce qu'un 30 c'est si intéressant Cleveland à Orlando? Je suis pas certain. Personnellement, je crois que j'ai dû mettre un moins 8 pour Cleveland. Moins 6, pardon. Moins 6 pour Cleveland. Donc pareil, encore une fois, les équipes qui n'ont pas d'enjeu, ils sont toujours à 2 points de plus. Est-ce que la pondération ne serait pas une équipe sans enjeu serait sanctionnée de 2 points? Ça serait intéressant. Du coup, là, si je mets Indiana sanctionné de 2 points, ça me fait l'handicap. A priori, ça serait 2 points de sanction pour les équipes qui n'ont pas d'enjeu en termes de pondération si vous faites votre calcul d'handicap. Donc pour moi, beau no bet, préférence Cleveland pour l'enjeu, mais la cote à 1,30 me plaît pas vraiment. À l'extérieur, encore à domicile, je pense que ça aurait été intéressant. À l'extérieur, ce n'est pas le cas. Houston qui se déplace à Brooklyn qui part logiquement favori, Brooklyn qui devrait s'imposer. Les Nets, faudra faire un... Il reste combien de matchs là? Non, là je pense que ça va être chaud d'éviter le play-in pour eux. Hein. Ça va être très chaud, il reste 4 matchs. Non, c'est mort. C'est mort, ils peuvent plus aller chercher la 6ème place Brooklyn. Hein. Il leur reste 4 matchs, ils sont à 40-38. Et il reste évidemment des matchs à Toronto. Donc faudrait, même en gagnant les 4 là, il serait à 44 victoires alors qu'il y a 45 pour Toronto. Donc c'est mort. C'est mort pour le play-in, pour les playoffs pour Brooklyn. Ils joueront le play-in. Donc après, les Nets, là, leur seul enjeu, c'est de savoir qui préfère. Est-ce qu'ils préfèrent aller chercher la 8ème, etc. Moi, je m'embrouille un petit peu avec ce play-in. Moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai les 8 places qualificatives. Le play-in, c'est un peu pas complexe, mais je suis pas encore habitué, quoi. Je suis pas encore habitué à savoir qui joue qui. Je crois que c'est le 7ème joue. Oh, je sais plus. C'est vraiment nul ce truc, mais voilà, c'est Brooklyn finalement et plus trop d'enjeux en fait. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'ils préfèrent eux? Jouer Charlotte, Atlanta, Cleveland? Je pense qu'il faut éviter Atlanta quand même. Peut-être qu'eux ils préféreraient Cleveland vu qu'ils tirent la langue. Ils tirent la langue, mais l'enjeu est pas dinguissime du côté de Brooklyn. Houston a plus d'enjeu, un âge de moins 17.
Non merci. Non merci, pour moi c'est un beau no-bet aussi ce match-là. H beaucoup trop haut pour un si petit enjeu pour moi, pour les Nets. Miami face à Charlotte. Miami qui reçoit les Hornets qui ont un petit peu d'avance pour la première place. Hein, on peut le voir, ils sont à 51-28. Donc voilà, est-ce que... Ah maintenant en fait j'ai envie de vous dire, si maintenant Brooklyn est condamné au play-in, euh, les deux premiers savent qu'ils vont jouer Brooklyn en fait. Enfin, un des deux premiers en fonction de la place de Brooklyn ensuite. Quoi. Donc là, pareil, hyper compliqué. Hyper compliqué. Est-ce qu'ils vont vouloir descendre jusqu'à la troisième place pour justement éviter? C'est le même principe. Moi, j'avoue que si je vise le titre, ça me ferait chier de jouer en premier tour Brooklyn. Mais ça me ferait aussi chier de pas avoir l'avantage du terrain. Donc soit on s'en fout, soit est-ce que vaudrait mieux ne pas avoir l'avantage du terrain et puis tu te fais sortir parce que t'as pas eu l'avantage du terrain, etc. etc. Et puis dans ces cas-là, on dit c'est logique. Après, tu pourras dire, ouais, on a joué Brooklyn au premier tour, on s'est fait sortir, on n'a pas de chance, et voilà, on est tombé sur les Nets. Parce que les Nets, c'est un faux 7-8ème. Hein. Kyrie qui a quasiment pas joué les matchs à domicile, qui avait quasiment pas joué de la saison parce qu'il voulait pas se faire vacciner, KD qui s'est blessé pendant un mois et demi. Je veux dire, Brooklyn ne doit jamais être dans cette position-là. Je l'ai déjà dit, donc là, on est vraiment bloqué sur cette fin de saison. Pour des équipes qui ont encore de l'enjeu, notamment pour la, on va dire, première place. Voilà. Moi, j'aurais pas envie de jouer Brooklyn au premier tour. Ça me ferait clairement chier d'avoir bataillé toute la saison pour être le premier et puis de me retrouver à jouer du Brooklyn quand même. Ça fait quand même bien chier. Donc, est-ce que Miami est si intéressé par cette première place? Je ne sais pas. Du côté de Charlotte, faut améliorer le spot pour éviter peut-être Brooklyn au premier match, j'en sais trop rien. En fait, les enjeux dans cette fin de saison, et notamment à l'Est, est compliqué en fait, à cause de Brooklyn. Brooklyn serait 5e et Toronto dans le play-in et Chicago 6e. J'ai envie de vous dire, bon bah là ouais, les enjeux, la première place, ouais ça serait intéressant, mais Brooklyn fausse toute cette fin de saison où finalement limite, j'ai envie de me dire, faut attendre les playoffs maintenant, puisqu'on n'est pas dans les vestiaires des équipes, on ne sait pas s'ils vont jouer le jeu à fond, s'ils vont faire reposer, s'ils vont, voilà, on verra ce que ça donne, on joue le jeu, puis on verra si on finit premier ou pas. Est-ce qu'on fait tourner, on fait jouer un peu tout le monde, on fait tourner, puis on verra, j'en sais rien en fait. Ou est-ce qu'on fait vraiment exprès de perdre et on évite Brooklyn? C'est compliqué, hein. C'est compliqué dans cette fin de saison hein, par rapport à ça. Donc bon, pour moi, il n'y a pas de value. Hein. Miami, logiquement favori, on va partir sur le principe de la value. Hein. C'est la base du pari sportif. Miami, moi j'ai mis un -5, c'est un -5,5, -6, -5,5. Pour moi, il n'y a aucune value sur cette rencontre, c'est plutôt bien placé. Donc on va pas se faire des milliards de calculs, value ou pas value, et voilà. Atlanta face à Toronto, ça c'est un match important. Ça c'est un match important puisque bah, Toronto peut prendre un petit peu plus d'avance pour éviter le play-in. Ça c'est vraiment important. Hein. Être qualifié directement au play-off, c'est mieux que jouer un play-in. Hein. Surtout que tu risques de jouer Brooklyn pour te, entre guillemets, peut-être te qualifier. D'ailleurs, je pense qu'ici au niveau du play-in, il faut éviter. Je sais même plus comment il fonctionne ce play-in de merde là. Je sais même pas où je peux avoir les infos là. À chaque fois on me l'explique, je comprends sur le moment, puis après j'oublie quoi. Play-in. Allons voir, NBA, explication. Alors, oh putain, je l'ai en anglais. On va essayer de comprendre en anglais. Alors, ouais, merci, on s'en fout. Alors, c'est le pro. Alors, consiste de deux séries de différents matchs. Le premier entre le 7e et le 8e, et le second entre le 9e et le 10e. D'accord. Je pense que le vainqueur du 7e et 8e joue le vainqueur du 9e, 10e. Le 8 et le perdant des deux matchs rencontres d'avant joue la dernière place qualificateur. Donc voilà, le gagnant du match entre le 7 et 8. Ah d'accord, le gagnant entre le 7 et le 8. D'accord, donc c'est important. Donc là, pour le moment, Cleveland joue Atlanta. Donc là, il y a de l'enjeu.
Donc le Atlanta-Cleveland, Cleveland gagne, ils vont en playoff. Atlanta gagne, ils vont... non. Je pense que le perdant du 8e jouera le gagnant du 9-10e. Voilà, le perdant de ce match jouera à domicile face au vainqueur du 9-10e. Et celui qui gagne sera le dernier qualificatif. De ce mode-là, le 7e et le 8e qualifié devra perdre les 2 rencontres d'affilée pour être sans option de playoff. Donc oui, la 7e et 8e place, là, c'est hyper important. Donc Charlotte et Cleveland, Atlanta et Cleveland doivent garder la 7e et 8e place. Cleveland peut essayer d'aller chercher la 6e. C'est les seuls qui peuvent aller chercher la 6e. Atlanta, je pense qu'ils n'y arriveront pas, il y a trop de retard. Cleveland peut encore aller chercher la 6e place, à mon avis. Ça va être compliqué, mais voilà, mais il faut absolument garder la 7e et 8e place. Ici, Charlotte et Brooklyn, faut aller chercher peut-être la 7e place, mais il va falloir prendre la 8e place de Atlanta. Donc là, il y a de l'enjeu. Là, il y a clairement de l'enjeu. Les Raptors partent pour moi logiquement favoris au vu du classement, au vu de leur saison plus régulière de cette équipe. Meilleure défense, meilleur collectif. Mais en face, attention, Atlanta qui est capable d'aller faire un coup à Toronto. Je serais vraiment pas surpris. Qu'est-ce que j'allais regarder? Mon handicap pour cette rencontre. Atlanta, j'ai mis moins 2,5 pour... non, moins 3 si j'arrondis pour Toronto. Moins 3 pour Toronto, c'est un moins 4. Moins 4, moins 4,5. On est plus proche d'une value quand même Atlanta pour moi. Elle est légère, elle est fine. Elle est fine. Pour moi, on est plus proche d'une value Atlanta que Toronto. Donc pourquoi pas un plus 4 Atlanta si jamais ils sont courts. Voire même tenter Atlanta à 2,51 en sec. Ça peut être une bonne option. Sachant qu'il y a de l'enjeu. On part sur la value, le principe du pari sportif, etc. Donc ça me semble pas mal. Donc bon, pour reprendre un peu par rapport au play-in, Brooklyn, oui, il faut aller chercher, il faut pas perdre ce match-là, il faut aller chercher quand même comment ça s'appelle la 8e place d'Atlanta quand même. Donc bon, il faut quand même pas perdre. Après le moins 17, il est abusé quand même. Enfin, il est abusé. Il est normal parce que j'ai mis un moins 17 aussi. Donc bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a en match d'après? Hop, on retourne ici. On était rendu où? Toronto-Atlanta, donc préférence Atlanta pour moi. Chicago face à Milwaukee. Pareil là, Milwaukee. Milwaukee. Est-ce qu'ils veulent la première place quoi? Aucune idée. On a vu que certaines équipes faisaient tourner. Butler à Miami. L'autre fois, ils ont tous mis à poil. Milwaukee, ils étaient à poil. L'autre fois, ils ont mis au repos Embiid. J'ai vraiment l'impression que la première place et deuxième place, ils se l'évitent quand même. Du moins, ils font pas exprès, mais ils essayent de mettre quelques chances de leur côté, quoi. Pour l'éviter, quand même, j'ai un peu l'impression. Parce que sinon, tu mets pas au repos et tu donnes tous les 3-4 derniers matchs pour aller chercher la première place. Tu mets pas au repos certains joueurs. Donc, bon, ils privilégient sûrement la santé. Chicago... faut éviter la 6e place et puis ils peuvent se faire remonter par Cleveland, Chicago encore aussi, parce qu'ils sont égalité avec Toronto. Il reste combien de matchs pour les équipes là? 43-36 pour Cleveland. Attention, 43 plus 36, 79. Il reste 3 matchs. Il faut absolument que Cleveland gagne les 3 derniers matchs en espérant que Toronto... merde, j'en ai fait n'importe quoi. 45 plus 33... Toronto, il leur reste 4 matchs. Il y a 4 matchs d'avance pour Chicago et Toronto. Enfin, il reste 4 matchs pour Toronto et Chicago. Il faudrait qu'ils en perdent 3, quoi. Ils gagnent les 3, Cleveland, et eux, ils en perdent 3. Et ça ferait qu'on serait tous à... tous à 46-33, 46-33. Et après, il faudrait regarder le tiebreaker. Et là, ils seraient tous à égalité. Donc Chicago et Toronto, ils ont quand même une bonne petite avance quand même. Cleveland doit gagner les 3 et eux devront perdre 3 sur 4. Il me paraît un peu compliqué. Donc bon, je pense que la 5e et 6e place est quand même verrouillée. A priori, ça me paraît très compliqué. Il faudrait regarder le calendrier. C'est sûr que si Cleveland joue Orlando, Houston et je sais pas, Détroit... Bon, et que Toronto joue Miami, Boston, et puis sachant que dans la dernière journée, ils font tourner... Peut-être que vaut mieux jouer des gros en dernière journée. Bref. Donc bon, Chicago, Milwaukee, les Bucks partent logiquement favoris, clairement.
Après, tout dépend de s'ils veulent la première place ou pas. S'ils la veulent pas, alors Chicago plus 5 à 1,95, 1,952 est intéressant. S'ils la veulent, attention aux Bulls de pas prendre la fessée. Donc, compliqué, hein. Compliqué, hein. Je sens qu'elle va durer longtemps cette vidéo parce que c'est pas simple. Hein. Pas simple, donc méfiance dans cette fin de saison. Méfiance, les amis. Minnesota face à Washington. Ouais, je crois que là, il n'y a plus trop d'enjeux. Ah si, il y a encore de l'enjeu. Minnesota pour aller chercher la 6ème place du Jazz. Donc là, il faut pousser à fond. Tu joues contre une équipe de Wizards où il n'y a plus d'enjeux, c'est fini, ils sont éliminés. Bon, pour moi, préférence Minnesota, évidemment. Minnesota à 1,12. Après, à domicile, ça devrait faire le taf. Je me pose la question si ce serait pas le mieux d'aller chercher un petit mi-temps là. Un petit mi-temps là pour ceux qui veulent, il est au premier mi-temps, il est là. Minnesota à la mi-temps à 1,257 dans un combo recomposé me semblerait pas trop mal. Puisque je trouve que la cote en sec au final est un peu dégueulasse. Ils sont chez eux, donc on peut se dire qu'ils peuvent aller à fond en première mi-temps. Et voilà, donc bon, le H de -12 me semble bien placé. Moi j'ai mis un H de... J'ai même pas mis la sanction de 2 points de nos amis de Washington. Ça me fait un -12,5. Donc pour moi, il y a 0 value dans cette rencontre aussi. Donc no bet. No bet. Ok, ici Portland, on la fait pas. Il n'y a plus d'enjeu. C'est un match de merde. Voilà, comme ça, hein, on perd pas de temps. Denver face à San Antonio. Un match qui peut être intéressant. San Antonio qui joue le play-in, évidemment. Qui va avoir du mal à aller... Je sais même pas s'il y a de l'enjeu encore. Si, il y a l'enjeu d'aller chercher la 9ème place. Il y a l'enjeu d'aller chercher la 9ème place potentielle. Il y a l'enjeu d'aller chercher le... Comment ça s'appelle de garder la 10ème place aux Lakers. Mais en fait, ils ont un peu d'avance sur les Lakers. Donc le seul peut-être intérêt d'aller chercher la 9ème place. Il y a encore un peu d'enjeu pour les Spurs. Du côté de Denver, faut éviter de se faire prendre par Minnesota pour le play-in. Tu peux peut-être espérer la 4ème place. Bon, la 3ème, ça me semble compliqué quand même. Donc il y a encore un peu d'enjeu. Les Nuggets partent logiquement favoris. DeJounte Murray est blessé et ne jouera pas pour les Spurs. Donc c'est normal qu'ils soient largement favoris. Qu'ils soient favoris Denver chez eux contre cette équipe des Spurs. Après, je trouve quand même que là le +9 il me semble un peu haut quand même. Hein. Malgré l'absence de DeJounte Murray, faut quand même pas déconner. Je trouve un poil haut ce petit +9 à 1,934. Ça me semble plus intéressant, en tout cas, vu les enjeux, de partir sur un +9 à 1,934 que le -9. -9, tu dépends de Jokic de ouf, de l'adresse extérieure. Moi, je sais pas quoi penser de cette équipe de Denver, hein, comme d'hab. Pour moi, elle est en sur-régime depuis 2 ans. Là, elle commence à accuser un petit peu le coup quand même. Sur les derniers matchs, elle est sur 6 victoires, 4 défaites. Donc, bon. Préférence San Antonio +9 quand même. Hein. Un 934, ça me semble quand même un poil haut. Je vois pas non plus une partie de plaisir malgré l'absence de comment il s'appelle DeJounte Murray. On va regarder d'ailleurs qu'est-ce que nous dit le bait share. Probabilité du marché 77%. Et les gens vont plus sur du Spurs. Hein. Les gens vont plus sur du Spurs a priori, ils vont plus sur le handicap des Spurs, ce qui est assez étonnant. Alors que le bet share correspond au pourcentage de paris placés sur chaque équipe. Retrouvez en un clin d'œil les préférences des parieurs. Donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a les Spurs à 61%. Pourtant, la cote elle a monté depuis l'ouverture. Hein. Donc bon, moi j'ai pas trop confiance sur ces pourcentages-là des parieurs parce que ils ont open à +6 hein, San Antonio. Alors les gens sont partis sur Denver peut-être à ce moment-là, peut-être que maintenant les gens vont sur du San Antonio. Mais bon, je pense que bon, ça me paraît logique de partir plus sur du San Antonio +9 à 1,934, mais ça me paraissait logique de partir sur du Denver -6 avec l'absence de DeJounte Murray en ouverture. Donc voilà, autant c'est cela qui explique les différents trucs des parieurs. Enfin, placement des parieurs. Donc voilà, ma préférence San Antonio là-dessus, sur cette rencontre, +9 malgré l'absence de DeJounte Murray. Utah face à Memphis, ils sont où? Ils sont là. Utah face à Memphis.
Memphis qui a pu rien à jouer. Utah, faut éviter la 7ème place. Donc gros enjeu pour Utah ce soir. Pour moi, Utah a toutes les armes pour s'imposer à Memphis. Surtout que Dejounte Murray, n'importe quoi. Comment il s'appelle Ja Morant, voilà. N'est pas là. Dylan Brooks et Game Time Decision ne devraient pas jouer. On a le retour de Bane, de Adams qui n'était pas là lors du dernier match. Je suis pas sûr que Memphis force ce soir quand même. Ça se joue à Utah, déplacement compliqué. Je pense que le Jazz à 1,476 me semble intéressant dans cette rencontre. Hop, on va pouvoir mettre la petite pondération. Il n'y a pas d'enjeu pour nos amis de Memphis. Et malgré ça, bah, on a une cote qui est plutôt bien placée en termes d'handicap. En termes d'handicap, c'est un moins 5,5 que me donne comment dire, que donne Utah, enfin les bookmakers. Et moi, avec ma pondération non d'enjeu, ça me donne un moins 5,5 aussi. Donc la pondération de 2 points sur le non d'enjeu me semble plutôt pas mal. Hein. Ça doit être plus ou moins ça. Hein. Donc voilà, mais je préfère quand même Utah en sec qu'aller chercher un moins 5 quand même. Et demi. Alors si on regarde un peu les pas. Peut-être que le moins 3 est peut-être plus intéressant. Hein. Le moins 3 à 1,625 me semble peut-être plus intéressant que le sec à 1,48. Si on arrondit évidemment. Donc voilà, préférence Utah pour cette rencontre. Allez, on essaye d'aller vite. New Orleans, ils sont où? On n'a pas les cotes. On va les recharger. On va les recharger ça. New Orleans, je ne les vois pas non plus. Donc ils les ont encore enlevés. Bref. Sacramento face aux Kings. Les Kings, il n'y a plus d'enjeu. New Orleans, ils sont où? Ils sont là. Faut garder la 9ème place. Mais tu peux pas aller chercher la 8ème. Ça me semble compliqué qu'ils se fassent prendre par les Lakers parce qu'ils ont déjà battu les Lakers 3 ou 4 fois, je crois, cette année. Donc ils ont le tiebreaker en cas d'égalité avec les Lakers. Donc pour moi, c'est fait. Les Pélicans sont en play-in. Quasiment fait. Si ce n'est pas fait, mathématiquement, on n'a pas sorti les calculatrices, mais à vue d'œil, ça me semble fait. Il faut la 9ème place ou la 10ème place. En fait, là, tu prends l'avantage du terrain face aux Spurs, si j'ai bien compris, parce que le 7ème et le 8ème vont jouer, le 9ème et le 10ème vont jouer. Donc tu prends l'avantage du terrain face à San Antonio potentiellement. Donc c'est le seul enjeu de Pélicans, c'est l'avantage du terrain face aux Spurs. Pour le play-in. Ce serait où les Lakers s'ils arrivent à faire un comeback, mais j'ai du mal à y croire en éliminant les Spurs. Donc l'avantage du terrain pour les Pels, est-ce que c'est un enjeu qui est si important? Je pense que sur un match peut-être. Ce soir ça devrait gagner hein, face aux Kings. Les Kings, il n'y a plus d'enjeu, ils sont complètement éliminés hein, depuis quelques jours. Je sais même pas c'est quoi les cotes, je m'en souviens même pas. Les Kings, ça doit être largement favori. Hein. Ils sont là. Voilà, c'est un moins 7,5 Pélican, moins 7,5 qui me semble peut-être logique à première vue, vu les enjeux. Moi j'ai un moins 7,5 pour New Orleans, donc c'est très très bien placé. Pour moi c'est un beau no-bet. Vous pouvez peut-être faire un petit combo Pélican avec le Jazz hein, aussi. Hein. Alors, le Jazz peut-être c'est un peu... Le Jazz autant aller chercher peut-être le moins 3. Le moins 3 me semble peut-être mieux que le sec. Ce qui pourrait être intéressant serait les Pélicans dans un combo recomposé. Ça serait peut-être mieux juste en simple, un combiné recomposé. Vous allez miser les gains derrière sur une autre cote à 1,31 environ que vous estimerez intéressante. Ce sera comme si vous aviez combiné ces deux cotes. Donc préférence Pélican dans cette rencontre à 1,31. Soyez quand même patient, hein, ne validez pas trop vite en NBA dans cette fin de saison, on sait jamais. Peut-être que les Pels ils s'en foutent de la 9ème place et mettent au repos un peu tout le monde. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas ici, là on est à l'écran, mais méfiez-vous quand même. Hein. Donc Pélican dans un combo recomposé. Et là, c'est hyper intéressant parce que on a des Lakers qui, c'est le dernier match, hein, on est bien ok. Des Lakers qui se déplacent à Phoenix. Les Suns à 1,15. 1,15, vous êtes sérieux les amis? Alors je dis pas que ça vaut pas 1,15. Ok, oui, ils sont premiers, les Lakers sont nuls à chier. Mais il n'y a plus d'enjeu pour Phoenix. Il n'y a plus d'enjeu, ils sont déjà qualifiés, ils sont sûrs d'être premiers NBA. Là, mais tu mets tout le monde au repos. Tu mets tout le monde au repos, il n'y a même pas à réfléchir 2 secondes. Donc partons du principe que le coach va mettre au repos du Chris Paul, du Devin Booker, du DeAndre Ayton, etc.,
Est-ce que ça vaut du 1,15 nos amis des Suns? Je ne pense pas, même s'ils sont à domicile et même si les Lakers sont à chier. D'accord. Donc pour moi, déjà, on pourrait penser, imaginer une potentielle value sur les Lakers. Après, leur saison, c'est quand même bien dégueulasse. On a LeBron James et Anthony Davis en Game Time Decision. Évidemment, si ces deux-là sont pas là, là, du coup, le plus 11, le 0, la cote à 6,08 semble intéressante. Par contre, les deux sont là pour faire le dernier match, pour aller chercher le play-in. Non mais là, il y a énorme value sur les Lakers. Mais il faut bien sûr, je parle du principe que Phoenix va pas jouer à fond, va mettre au repos certains joueurs, et que les Lakers seront à fond. Hein. Évidemment que si les Lakers sont au complet et que Phoenix est au complet et décide de jouer le jeu à fond, j'ai envie de vous dire, mon handicap il est de moins 11,5. Hein. Donc le H est bien placé. Il est bien placé à partir du moment où Phoenix est au complet et les Lakers sont au complet. D'accord ? Mais à partir du moment où Phoenix n'a pas d'enjeu, déjà on peut rien que les sanctionner de 2 points, parce qu'on a vu que c'était un peu le truc, la pondération, ça me fait du moins 10. Ça me fait du moins 10, moins 9,5, moins 10. Donc du coup, potentiellement, on est plus proche d'une value des Lakers, plus 11,5, que du moins 11,5. Moi, dans cette rencontre, j'ai envie de vous dire, je prendrais le risque de spéculer. Que Phoenix mette au repos certains cadres. D'ailleurs, est-ce que ça a été annoncé? Parce que j'ai même pas regardé. On va aller voir ici. Alors, est-ce que déjà on a un peu plus d'infos sur LeBron James? Ils sont questionable, ok. Et du côté de Phoenix, on est au complet a priori. Donc là, pour le moment, on est au complet pour Phoenix. Du coup, ça fait sens. Ça fait sens en termes de code. Ça fait absolument pas sens d'un point de vue sportif. Mais est-ce que quoi qu'il arrive, un plus 11,5, ce serait pas intéressant sur le très long terme? Je pose la question, vous me répondez en commentaire, mais moi je serais plus proche à prendre un plus 11,5 Lakers en espérant qu'Anthony Davis et LeBron James soient là. Et qu'au final, Phoenix mette au repos un petit Chris Paul, un petit Devin Booker. Et dans ces cas-là, je pense qu'on a une value. Et puis bon, si jamais les deux équipes sont au complet et Phoenix décide de jouer le jeu, ils mettent tous leurs joueurs, etc. et que les Lakers sont au complet, bon bah je pense que ça peut le faire. Le seul moment où ça le ferait pas, c'est si Anthony Davis et LeBron James sont blessés et ne jouent pas et que les Suns sont au complet. Mais ça, moi, ça fait pas sens. T'as pas d'enjeu pour Phoenix, il reste 4 matchs, tu peux mettre le luxe de tes joueurs au repos pendant 4 matchs. Plus le play-in derrière. Parce que tu vas regarder le play-in à la télé, tu vas pas jouer pendant 3-4 jours. Donc là, tu peux leur donner une semaine de repos aux joueurs. Donc non, moi là, je suis assez surpris. En fait. Je pense que la cote est complètement logique au vu des deux saisons, des équipes, etc. Mais d'un point de vue enjeu sportif de cette fin de saison, je trouve que le plus 11,5 me semble intéressant. Donc voilà un petit peu pour cette carte. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. On va faire un petit récap très très rapidement avant de passer sur les performances joueurs. Phoenix face aux Lakers, on peut spéculer sur un plus 11,5 Lakers en espérant que il soit au complet, que les Suns fassent tourner. Préférence Pélican dans un combo recomposé à 1,31, 1,313. Utah, préférence au vu des enjeux à domicile, le moins 3, voire le sec comme vous voulez. Denver, San Antonio, préférence San Antonio plus 9 malgré l'absence des Dejounte Murray, ça me semble un H un peu haut quand même à aller chercher pour Denver. Je pense pas que c'est impossible, mais ça me paraît un peu compliqué. Il faut faire un très gros match pour passer un moins 9. Pas de relâchement ni rien. Ok, ici Portland, on s'en fout. Minnesota, Washington, je vous avais dit que Minnesota à la mi-temps, ça peut être intéressant aussi. Mais bon, je suis pas trop fan de ces bêtes mi-temps, mais voilà, c'est une piste. Vous en faites ce que vous en voulez. Chicago, Milwaukee. Préférence Chicago plus 5 si évidemment Milwaukee joue pas le jeu, sinon c'est un bono bête. Toronto Atlanta, match hyper important. On peut tenter un petit Atlanta ou un Atlanta avec un H+. Miami face à Charlotte. Tout dépend en fait de l'enjeu pour Miami évidemment. Mais on avait dit que c'était bien placé de mémoire. Brooklyn, Houston, le H est trop haut. Pour moi il n'y a rien à faire, c'est un no bet. Préférence Cleveland quand même.
Malgré le fait que ça soit à l'extérieur, il y a un match qui a un enjeu, Orlando n'a pas d'enjeu. Indiana, Philadelphie, pour moi c'est un no bet dans cette rencontre, puisque est-ce que les Sixers veulent l'avantage de la première place? Indiana n'a pas d'enjeu. Donc voilà un petit peu une carte compliquée, faites attention, je vous invite à rejoindre le Discord, le lien dans la description pour échanger sur cette carte sur le Discord, n'hésitez pas à laisser votre commentaire aussi, et on va pouvoir partir sur les players performants. Je vous en ai sélectionné 10, on va essayer d'aller assez vite. On va commencer par quoi comme match? Atlanta-Toronto. Un petit classique, on va dire, avec... Il est où notre ami? On le voit plus, il est là. Trae Young, over 2,5 paniers à 3 points à 1,529. C'est un shooter, c'est le leader de cette équipe, il va en prendre des 3 points. Si on prend un peu sa fiche que je vous ai sortie ici, il en met 3 en moyenne par match, il en tente 8. Donc, s'il est dans sa moyenne, ça devrait passer, et plus il va en tirer, plus ça devrait le faire. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Attention à la défense de Toronto malgré tout. Le deuxième performance joueur, j'en ai combien dans ce match-là? J'en ai 2, et c'est 2 sur le même joueur. 3 j'en ai. J'en ai 3, et c'en est 2 sur le même joueur. Alors il est où le match? Il est là. Charlotte face à Miami. Alors, le premier c'est LaMelo Ball, under 3,5 panier à 3 points à 1,552. La dernière fois que j'ai pris un under 3 points, c'était Anthony Edwards, et il a été en feu, je crois qu'il a fait 6 sur 7 ce bâtard. Bon, marquer 4 paniers à 3 points dans un match, c'est possible. Bah par contre, t'as pas le droit au déchet, quoi. T'as intérêt à être très adroit avec un... Si tu fais un peu de volume, si tu fais un gros volume... Mais ça m'étonnerait que le mec il bombarde à 12-15 paniers à 3 points tentés. Il va en tenter peut-être 8-9 max. Il faut qu'il en marque 4. 4 à 8-9 max tir à panier à 3 points, ça fait quand même du 40-50% de réussite. C'est très bon en termes de pourcentage à 3 points. Notre ami LaMelo Ball, il en marque un peu moins de 3 par match. Donc en marquer 4 en moyenne. Hein, il en met 3 par match en moyenne. Et là il faut qu'il en mette 4. D'accord, l'année d'avant il en met 2. Je pense qu'il va en mettre 2-3 quoi, maximum. Il en prend 7 cette année, il en prend 2 de plus. Donc déjà pour en mettre 4 sur 7,5, il faut qu'il tire à plus de 50% à 3 points. Ce qui me paraît déjà énorme, quand je pense pas que ce soit un shooter à la Stephen Curry. On peut voir qu'ici il met 3 sur 6, 1 sur 8, ça passe. Là voilà, c'est en fonction du volume. Il en prend 12, il en prend 11 et il en met 4. D'accord, 7, 4, là il est très adroit sur ce match-là. Là il en prend 14, il en met 6. Il en prend 9, il en met 4. Voilà, donc en fait tout va dépendre du nombre de volumes. Là il est à 5 sur 8, 5 sur 10. Il faut qu'il soit à 50% ou plus à 3 points pour passer le cut par rapport à sa moyenne. On est face à une équipe de Miami qui est une bonne défense. Je pense pas qu'ils vont le laisser tirer à 3, ou peut-être. Bon, pour moi, le petit under, déjà qu'il y a des shooters qui ont du mal à en marquer 4 des fois, alors un mec qui est pas un shooter, voilà, ça me semble compliqué. Je crois que la dernière fois, on avait des cuts à 3,5 paniers à 3 points marqués pour Klay Thompson, je crois qu'il les a pas mis. Donc Klay Thompson est un bien meilleur shooter que LaMelo Ball, et surtout qui est une de ses spécialités. Donc voilà, ça c'est pour le premier qu'on a sélectionné. Le deuxième sur LaMelo Ball, c'est over 5,5 rebonds à 1,694. Alors pourquoi? Parce que il prend quasiment 7 rebonds. Donc on est au-dessus de ça, le cut est en dessous de sa moyenne de rebonds. Alors il va jouer à Adebayo, il va jouer une équipe du 8 qui prend pas mal de rebonds et qui est un peu chiant. Mais bon, je pense qu'il est capable de prendre 6 rebonds dans le match, 7 rebonds, donc ça me paraît potentiellement intéressant celui-là. Et le dernier c'est Mason Plumlee, over 5,5 panier à 3 points à panier à 3 points, n'importe quoi, over 5,5 points à 884. Mason Plumlee, il est là, il tourne quasiment à 7 points par match. Il peut marquer 2 points sur un petit rebond offensif. Il peut marquer 2 points sur un petit alley-oop d'une passe de LaMelo Ball, ça fait déjà 4. Et il peut peut-être marquer
un 2 points normal parce qu'il a le ballon et puis il tire et il met 2 points. Voilà, je pense pas que ce soit la mer à boire. Et puis d'ailleurs qu'il tourne quasiment à 7. Donc il peut même avoir des fautes et mettre des lancers francs, même si les lancers francs c'est quand même pas sa cam. Hein. C'est pas là où il va marquer des paniers. On peut voir que bon, il prend 4 tirs par match, 5 tirs par match à peu près. L'année dernière il était à 7 tirs, il en mettait 4. Bon, il tire moins hein, cette année, mais on peut voir déjà en carrière, il met plus de 5 points par match. En carrière on parle. Hein. Voilà, il est un peu moins cette année. Cette année, c'est son plus faible score, mais voilà, le cut est en dessous. Il est encore en dessous de son plus faible score en carrière. Donc Mason Plumlee, over 5,5 points dans cette rencontre. Voilà pour moi sur ces trois-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ça, on l'a fait. On va aller voir les Bucks, nos amis des Bucks de Milwaukee. Ils sont là parce qu'on a deux pronostics. Deux pronostics proposition joueurs. On a Giannis Antetokounmpo over 4,5 passes à 1,591. Notre ami Giannis qui fait moins de passes cette année mais qui en fait quand même 6 en moyenne par match. C'est celui qui a quasiment tous les ballons. Voilà. Il fait 6 passes, 5,6, 6 passes, 5 passes, 5 passes. Donc depuis l'année 2016-2017, il fait 5 passes. Et il a énormément progressé depuis ces saisons-là. Il aura beaucoup de ballons. Il joue les Bulls qui a beaucoup de rythme. Ça court. Donc comme ça court, c'est parfait pour Milwaukee. Et il pourra faire des passes. Donc moi, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on a ? On a un autre passeur, Nikola Vucevic, l'intérieur des Bulls, qui a un intérieur européen. Et les intérieurs européens, Marc Gasol, Vlade Divac, il y a très longtemps, Vucevic, qui on a en intérieur qui me viennent à l'esprit comme ça. Il y a Marc Gasol, Joachim Noah, qui ont un Q basket, qui ont une meilleure vision du jeu que les pivots américains et font plus de passes. Et Vucevic en est un. Ça peut être un intérieur passeur. Voilà, on peut voir qu'il tourne à 3, 4, 3,5, 4 passes. Pour un intérieur, c'est quand même beaucoup. Et surtout que c'est pas l'option numéro 1 de l'équipe. Hein. Pas comme Nikola Jokic. Pareil, pivot européen qui fait énormément de passes. Je l'ai oublié, mais Jokic, voilà, c'est typiquement ce type de joueur. Un pivot européen fera toujours plus de passes. Donc ça, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Donc il fait 3 passes en moyenne par match et son cut, il a combien on a dit ? Il a 2,5 passes. Donc il faut qu'il fasse la moyenne de ses passes et ça passe quoi, tout simplement, pour pas faire un mauvais jeu de mots. Donc voilà pour Vucevic, où je pense qu'il pourrait peut-être avoir la balle à l'intérieur, peut-être prise à 2 s'il est chaud, et puis ressortir à 3. Il peut aussi faire des passes d'autres manières, mais bon, c'est vrai qu'à un niveau de l'intérieur, c'est souvent quand il est en mode tour de contrôle et qu'il fait les passes, que c'est à ce moment-là qu'il fait plus les passes, plus que quand il est dos au panier et qu'il joue son 1 contre 1. Évidemment, le seul moment où tu peux éviter le 1 contre 1 du gars, tu vas faire une petite prise à 2, et du coup, tu vas libérer un joueur, il va faire la passe à l'opposé et avoir peut-être une passe décisive. Donc voilà pour Nikola Jokic. Ensuite, on va y aller, hein. On va continuer les amis. Hein. On va continuer. Alors là, je rigole parce que ça fait plusieurs fois en vidéo que je le partage. Hein. Il y en a peut-être qu'on peut-être deviné. C'est à Denver. Hein. C'est à Denver. Ça fait plusieurs fois qu'on le prend. La dernière fois, il n'a pas joué pour des problèmes personnels, donc on a été remboursé. Parce qu'il faut qu'il soit titulaire. Jeff Green, notre ami Jeff Green. Alors déjà, la cote au niveau des passes décisives fait que de chuter. Hein. Et bon, le mec, il fait une passe décisive en moyenne en carrière par match. Tu devrais même pas proposer ce cut-là. Mais bon, là, c'est vrai que la cote, elle commence à devenir un peu chaude. Là, quand même, là, faut pas que ça baisse un peu plus, parce que sinon, là, je pense que ce sera plus intéressant. Mais bon, Jeff Green over 0,5 passes, une passe en carrière, ça fait plus de 10 ans qu'il joue en NBA, il fait toujours une passe par match. Donc...
Ça c'est intéressant. Et puis le Pi over 0,5 panier à 3 points à 74. L'autre fois il a joué 7 minutes et il a mis un panier à 3 points. Il est parti je pense parce qu'il était, problème perso, hein, je pense qu'il y a eu quelque chose de grave. Mais en 7 minutes il a réussi à mettre un 3 points. Donc voilà. Pour Jeff Green on le présente plus. Et puis le dernier pour... alors non j'ai pas le dernier pour cette rencontre. J'en ai encore 2 autres. Alors là, on prend un petit risque. On prend Nikola Jokic under 50,5 points rebond passe. Je m'explique. En moyenne, il est à 49. C'est juste, hein. Bah, on n'est pas beaucoup en dessous, hein. Mais là, il faut qu'il fasse quand même un triple-double assez monstre. Il faut qu'il fasse un triple-double à 30 points. 30 points... 12 rebonds et 10 passes quoi. Et faut vraiment faire un énorme match pour passer un over 50,5 points rebond passe pour moi. Étonnamment, il a une cote qui est plus faible pour le over. Alors que sa moyenne est inférieure. Ça c'est assez étonnant. Le point de Jokic ici, on peut voir, alors c'était par rapport au triple-double. Le triple-double, moins de 0, donc le fait qu'il fasse pas un triple-double, la cote elle est à 1,41. Un triple-double c'est 10 points, 10 passes, 10 rebonds. T'as fait un triple-double. Évidemment, le plus dur c'est pas les points. Les points il va les mettre. Donc déjà, les points dans le triple-double ici, tu le comptes pas. Parce qu'il va mettre ses 10 points normalement. Le plus dur dans un triple-double, c'est faire les rebonds et les passes. Les rebonds, il devrait le faire. Parce qu'il est grand, etc. Il prend 12 rebonds par match à peu près. Hein, on va aller voir vite fait. Voilà, il a quasiment 14 rebonds. Il est à 27 points. Et il est à 8 passes. Donc si vous faites la moyenne, c'est 49. Surtout, ça fait 49 si tu arrondis à 27 et si tu arrondis à 14. Hein. Si tu arrondis à 13,5 et tu arrondis à 26,5 ou 27, ça fait un peu moins. Donc il faut faire quand même un énorme match pour Nikola Jokic pour passer le over. Donc on a un over 50 points rebond passe qui est plus faible, mais on va te mettre une cote ridicule sur le triple-double. Pour moi, s'il passe l'over, il fait un triple-double. Hein. À moins qu'il marque 50 points ou 40 points et qu'il fasse 10 rebonds et 10 passes. Même 40 points, 10 rebonds, 10 passes, ça fait 50. Non, ça fait 60, pardon. Ça fait 60. Heureusement que t'as monté à 40 hein, en points, hein, parce que voilà. Sinon, ça fait beaucoup 10 points par rapport aux 50, mais ouais, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas de logique entre un under 50,5 points et à 2 qui est plus faible et un triple-double qui a 1,41. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens du tout. Donc, préférence sur le under 50,5 points rebond passe parce que c'est pas non plus the scorer. Le mec, il est capable de mettre 20 points, te prendre 12 rebonds et te faire 15 passes. Lui, il s'en fout de scorer en fait en soi. Et d'ailleurs, 20 points, 15 rebonds, 12 passes, ça fait 47. Il s'en fout. Ils s'en foutent. C'est pas comme un James Harden, un KD qui veulent absolument scorer. Lui, limite, il fait des passes, il prend du rebond. S'il marque que 10 points, il marquera que 10 points. Mais s'il fait 20 passes, il fera 20 passes. Il n'est pas du tout dans ce type de délire, en fait. Donc, moi, ça n'a pas de sens. Si tu fais un over 50,5 points à 1,763, tu feras un triple-double. C'est quasi sûr. Sauf si tu fais 35 points. Non, tu fais, ouais, si tu fais 35 points, 35 points, 9 passes et 9 rebonds. Voilà, tu fais 53 et tu fais pas de triple-double et tu fais un over. Mais bon, je sais pas, moi il y a un petit truc bizarre entre le triple-double et le over point passe rebond. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord, il y a énormément de gens qui sont spécialisés dans les performances joueurs. Moi c'est pas ma spécialité, je le fais parce que vous me l'avez demandé. J'ai oublié de le dire à chaque fois qu'on commence la transition. Moi c'est des conseils que je vous donne, des pistes. Je pense que j'ai assez d'expérience et de connaissances dans les paris sportifs et en NBA pour vous donner des pistes sur les performances joueurs. Mais moi, c'est pas du tout un type de pari que je fais, donc je peux faire quelques erreurs, mais je pense que mes conseils seront bons globalement.
Voilà pour moi pour ce type de bet là, je trouve que c'est bizarre. Et alors là on va tenter une énorme cote. Au début je suis là, je me dis Trey Jones, 7,5 passes. Ah le under il est pas mal. Et parce que c'est le meneur remplaçant des Spurs et des gens ne t'aimeraient pas là, etc. etc. Et je trouvais que c'était un peu haut. Et puis je vais sur ses stats. Voilà, notre ami Trey Jones, il a même pas de photo, les amis. Hein. Il tourne bon à 5 points, 3 passes, mais il sera titulaire ce soir. Et regardez les stats quand il est titulaire. 18 points, 7 rebonds, 7 passes, 9 points, 9 rebonds, 9 passes, pardon. Là, il est titulaire, 9 points, 10 rebonds, 12 passes. Il est titulaire, 19 points, 11 passes. Est-ce qu'on a un autre match où il est titulaire? Ah là il est à 16 points, 3 passes, c'est pas beaucoup. Et là il est à titulaire, il a 15 points, 9 passes. Il échoue à chaque fois un chouïa d'un double-double. D'un rien. Il en a déjà fait des double-doubles d'ailleurs quand il est starter. Là il en fait un. Là il en fait un. Et là il en fait un. D'accord? Il en fait 3. 3 sur combien de matchs en starter? Est-ce qu'on peut avoir la stat? Starter, minute, non. Non. Donc là, je me suis dit, merde, quand il joue, au niveau des passes, il en fait souvent plus de 7 en fait. Il en fait 9, il en fait 8, il en fait 7, mais il en fait des passes. Il est même plus axé sur la passe qu'autre chose. Et je me suis dit, s'il est titulaire, on a pu voir aussi qu'il scorait, qu'il était capable aussi certaines fois de prendre des rebonds. Ah, le double-double à 4,38, il est tentant, hein. Ah, on peut le tenter. On peut mettre une petite piécette sur Trey Jones en double-double ce soir face à Denver à 4,38. Ça, c'est la grosse cote que je vous ai gardée pour la fin sur un petit joueur, Trey Jones, qu'on va lui souhaiter bonne chance pour sa carrière. Mais en tout cas, de ce qu'il nous a pu nous montrer sur les peu de matchs où il a été titulaire, il est pas loin du double-double. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Une énorme vidéo aujourd'hui, 51 minutes, je crois que c'est la plus longue qu'on ait jamais faite sur une émission, mais en même temps vous allez me dire 12 matchs plus, comment ça s'appelle, 12 matchs plus les player performance, bah ça rajoute un petit peu de temps. Donc j'espère que vous apprécierez le temps passé pour vous aider à faire vos pronostics NBA avec ces émissions. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, Instagram, Telegram, etc. Et puis, moi je vous dis à très vite sur le Discord. Bonne chance à tous. Hein, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Et puis on va suivre tout ça, tous ensemble. Et on va espérer que ça soit une belle soirée pour nous tous. Bonne chance à tous et à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.